Yo la mif, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la toute première vidéo que je vous filme ici dans le nouveau studio qui hébergera le futur podcast. Bien évidemment, il manque encore un petit peu de décoration, mais l'essentiel du matériel il y est. Le fauteuil pour que je puisse me poser face caméra à vous et le fameux micro pour augmenter considérablement la qualité de l'audio. À l'avenir, je dois encore changer un petit peu l'acoustique de la pièce, les lumières, mais tout ça, ça arrive dans les semaines à venir et je vous les montrerai donc dans les prochains vlogs comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je voulais tester ce nouveau matériel, la nouvelle caméra, le nouveau micro et ce setup pour vous faire une bonne petite FAQ. Et pas une FAQ comme d'habitude où je vais traiter tous les sujets, mes projets, la muscu, la kiné, etc. Mais plutôt une FAQ focus sur le training. Donc je vais demander sur Instagram de me poser toutes vos questions en rapport avec le training, les exercices, les programmes, éventuellement la diète, la kiné, tout ça pour que je puisse vous aider à répondre à certaines de vos interrogations. Comme j'ai envie de vous répondre à pas mal de questions, cette vidéo, je la ferai en deux parties. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 1 et le reste de questions, je le ferai dans une seconde partie. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce nouveau format maintenant que j'ai le studio. Moi, je suis trop motivé à vous parler sur des sujets précis, sur des questions pour vous aider dans votre pratique, dans votre progression. Et voilà, avec la casquette coach kiné, je pense que ça peut vous faire kiffer. Donc je vous invite à vous poser, prendre un petit café, un petit verre d'eau, ce que vous voulez. Et si vous êtes en voiture, c'est tout bénef. C'est pour ça que j'ai acheté ce micro pour que l'audio puisse être comme un véritable podcast de professionnels. Donc ça fait plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage. Prenez des notes. J'espère que ça pourra vous apprendre quelques trucs, et si c'est le cas, c'est tout bénef, et sinon ça sera juste une petite piqûre de rappel. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Il faut que je m'habitue à parler dans ce micro. Let's go. Première question. Bien évidemment, je vous ai mis toutes les questions ici dans le timecode de la vidéo. Elles sont par chapitre, comme ça vous pouvez voir un petit peu les questions et aller dans celles qui vous intéressent le plus. Et sinon, il y a toute la liste des questions, soit en description, soit en commentaire. J'ai pensé à vous et je sais que c'est pratique. Donc voilà, let's go. Première question, utilité du pistolet massage. Cette question, elle revient énormément, je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'un pistolet de massage, c'est un outil supplémentaire qui peut vous faire du bien éventuellement. C'est pas le pistolet de massage qui va changer votre récupération, qui va vous faire progresser ou quoi que ce soit. C'est juste un outil qui peut faire du bien dans une situation donnée, mais ça va absolument pas remplacer une bonne mobilité, un bon mouvement et une bonne récupération qui passe par la diète, l'entraînement intelligent et le sommeil. Au moins 8 heures par nuit, ça c'est prouvé par les études. Donc le pistolet de massage, si vous avez le budget pour vous en acheter un, ça peut vous faire du bien. Moi, j'en ai un et j'aime bien l'utiliser pendant mes séances. Ça enlève un petit peu la congestion, ça fait vraiment du bien. Mais je sais pertinemment que ce n'est pas ça qui va m'aider à progresser ou qui va me donner une meilleure récupération. Comme dit, c'est juste un outil qui va vous faire du bien. Si vous avez le budget pour en acheter un, vous pouvez y aller. Ça ne va pas vous faire de mal. Mais si c'est ric-rac niveau budget ou si vous avez l'impression que ça va changer votre vie, ce n'est absolument pas le cas. Ça peut fonctionner au niveau des mécanorécepteurs parce que quand vous allez mettre le pistolet massage, bien évidemment, ça fait des vibrations sur la zone où vous le mettez et donc les mécanorécepteurs vont être stimulés. Et à travers cette stimulation des mécanorécepteurs, ça peut diminuer la sensation de douleur sur une courte période donnée. C'est-à-dire que sur le coup, ça va faire du bien, vous pouvez avoir un peu moins mal, mais la douleur va revenir juste après puisque cet effet est malheureusement transitoire. Voilà, pistolet massage, ça fait du bien, mais ce n'est pas indispensable et si vous n'avez pas le budget, c'est absolument pas nécessaire. Un PPL sur 5 jours, c'est possible. Donc PPL push pull legs, qui est un entraînement où vous faites push, pull et legs tout simplement. Sur 5 jours, c'est possible. En soi, le PPL, c'est 3 jours. Donc si vous faites un PPL x2, ça fait 6 jours. Mais vous pouvez très bien faire un push pull legs et ensuite ajouter 2 séances push pull ou même upper lower pour faire 5 séances. Donc bien sûr, faut arrêter de penser qu'un PPL, vous êtes obligé de faire PPL. Vous pouvez très bien faire push-pull legs, upper-lower ou alors push-pull legs, full body. Vous pouvez varier comme vous voulez tant que la sélection de vos exercices au sein de votre séance sont en rapport et en cohérence avec vos objectifs. Vous pouvez faire le programme que vous voulez. Clairement, j'insiste là-dessus. Comment réaliser une bonne prise de masse propre? Je pense qu'on dit une bonne prise de masse, c'est-à-dire une prise de masse qui prend majoritairement du muscle et pas trop de gras. Donc pour ce faire, il faut être en léger surplus calorique. Parce qu'en fait, vous ne pouvez que prendre une certaine quantité de muscle par semaine, par mois. Vous ne pouvez pas en prendre plus que ça. En tant qu'athlète naturel, on ne peut pas prendre plus de muscle que la limite qui nous est fixée. Donc si vous augmentez davantage votre surplus calorique, vous n'allez pas prendre plus de muscle puisqu'on a une certaine limite, mais vous allez prendre du gras.
Admettons, donc vous prenez déjà le muscle qu'il vous faut avec 500 calories de surplus. Le fait d'augmenter encore de 500, bah, vous n'allez pas gagner plus de muscle puisque vous avez déjà gagné le minimum de muscle que vous pouvez gagner naturellement. Donc vous allez juste ajouter du gras et ça sert à rien. Donc pour faire une bonne prise de masse, il faut juste être en léger surplus calorique et manger des bons aliments, s'entraîner correctement, etc., etc. C'est comme une sèche. Si vous séchez avec un léger déficit calorique, bah là sur le long terme vous allez très bien sécher. Ça sert à rien d'être trop agressif parce qu'on peut perdre du muscle. Voilà. Une sèche trop agressive, on peut perdre du muscle. Une prise de masse trop agressive, on peut prendre du gras. C'est là les nuances. Donc voilà. J'ai une pubalgie depuis 10 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'infiltration? Donc là, je vais répondre plutôt au niveau de la pubalgie en général parce que c'est une question qui revient souvent. Je pense qu'il y a beaucoup de footeux aussi dans les gens qui me suivent. Une pubalgie, c'est une douleur au niveau du pubis. C'est là où les adducteurs vont s'insérer. Donc les adducteurs partent du genou et s'insèrent au niveau de votre pubis. Donc au niveau de la zone génitale, vous avez une douleur. La pubalgie est très bien traitée avec du renforcement musculaire adapté, adéquat et progressif. Au niveau de la pubalgie, en fait, on va avoir les adducteurs qui tirent au niveau d'en bas et on a souvent une zone abdominale qui est trop faible. Donc au niveau des abdos, on a le grand droit, les obliques, le transverse, etc., etc. Et en fait, tous les adducteurs qui viennent d'en bas et les abdos qui viennent d'en haut, ils doivent bosser en synergie. Donc on peut parfois avoir des abdos trop faibles, des adducteurs trop tendus qui vont trop tirer, et les abdos pas assez forts, ou inversement. Donc il faut trouver l'équilibre entre ces deux chaînes musculaires, donc les abdos et les adducteurs. Ça, c'est à voir avec un professionnel de santé. Mais souvent, détendre la zone adducteur, ou alors un petit renforcement spécifique au niveau des adducteurs, plus un renforcement spécifique et progressif au niveau des abdos, des obliques, ça fait ses preuves au niveau des pubalgies. Donc voilà, l'infiltration, ça c'est à vous de voir. Les avis sont assez controversés, donc en fonction des professionnels de santé, c'est à vous de voir. Mais pour la pubalgie, un renforcement adéquat, progressif et détendre les zones musculaires telles que les adducteurs, ça peut être très bénéfique et c'est ce que moi je faisais à l'époque des kinés quand j'avais des patients avec une pubalgie. En restant dans la kiné, je me suis fait les croisés, comment bien réaliser ma convalescence. Donc ce qui est très important sur les croisés, c'est d'abord récupérer l'amplitude articulaire de votre genou, notamment au niveau de l'extension. On va devoir récupérer la flexion complète et l'extension complète. Une fois qu'on a l'amplitude articulaire à nouveau complète, ça bien évidemment ça prend du temps et ça a à voir avec le kiné et le docteur qui vous suit. À partir de là, on va chercher le renforcement musculaire. Ça va commencer par de l'isométrie et très très important de mettre un gros focus sur les ischios puisque c'est les ischios qui assurent la stabilité du tibia, du plateau tibial vers l'avant. Les ischios sont derrière, ils sont là pour tirer. Donc très important de mettre un gros focus sur le renforcement des ischios en isométrique, en pliométrique, en excentrique, sans oublier le renforcement des quadriceps pour la bonne stabilité du genou et le renforcement de la zone pelvienne plus la zone du bassin avec les moyens fessiers, etc. Mais ça, normalement, si tu es suivi par un bon docteur et un bon kiné, tout se passera bien, donc fais leur confiance et voilà. Par contre, si tu es chez un kiné qui te fait du repos, des électrodes, etc., parle-lui-en, dis-lui que tu as besoin de renforcement, que tu as besoin de récupérer ta mobilité. Donc voilà. Bon conseil pour progresser au développé couché à la barre. Le meilleur conseil pour progresser au développé couché à la barre, c'est de faire du développé couché à la barre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Prends du développé couché à la barre, progresse au niveau des charges, une surcharge progressive, ajoute des reps chaque semaine ou ajoute du poids chaque semaine. Et à côté de ça, fais des exercices d'assistance tels que du développé incliné aux haltères, du développé couché aux haltères, de la presse convergente pour l'hypertrophie parce que plus ton muscle sera hypertrophié, plus tu auras un potentiel de force. Et essaye de faire les pecs et le développé couché barre au moins 2 fois par semaine pour progresser sur cet exercice. Et travaille aussi la technique, le leg drive, un léger pontage pour être plus stable et pour pouvoir développer plus de force. Voilà. Bosser en half body 5 jours sur 7 en plaçant ses bras en premier est une solution pour un retard. On va dire que tu as un retard bras. Placer tes bras en premier pour un retard bras, c'est cohérent parce que c'est là que tu vas être le plus frais, c'est là que ton système nerveux est le plus frais également, donc tu vas pouvoir avoir un gros focus sur les bras. Par contre, faut pas penser que en plaçant tes bras en premier, tes bras vont exploser parce que souvent les gens ils me parlent d'un certain retard alors que c'est pas forcément un retard, c'est juste que vous êtes encore à un stade débutant, voire léger intermédiaire. Il faut juste prendre le temps de progresser. Il y a certains muscles qui prennent du temps et je vois trop souvent des gens qui pensent qu'ils ont un retard, mais c'est juste qu'ils sont trop impatients et qu'ils viennent de commencer la muscu et qu'ils veulent prendre. Donc,
Tant que vous êtes en léger surplus calorique ou que vous mangez bien et que vous vous entraînez dur régulièrement avec des bons exercices, une surcharge adaptée, vous allez progresser sur tous vos muscles, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas obligé de commencer à vous dire est-ce que j'ai un retard ci, est-ce que j'ai un retard ça. Tant que vous n'avez pas, je pense, fait au moins 2-3 ans minimum de salle régulier, mais genre vraiment régulier, je pense pas qu'on peut parler de retard parce que c'est pas forcément un retard, c'est juste faut attendre, faut être patient. Mais en tout cas, si vous avez un retard sur un muscle, forcément, si vous voulez mettre le focus sur ce muscle, c'est cohérent de le placer en début de séance, puisqu'on veut toujours mettre en début de séance là où on veut progresser principalement, parce que c'est là qu'on est le plus frais. Donc c'est extrêmement logique. Alors, je ne progresse plus à la barre, au bench, je bloque à 4x8 à 80 kg. Tu as des astuces. Donc déjà, regarde au niveau de ta récupération, est-ce que tu fais tout bien? Si tu récupères bien, y a d'autres choses à voir, mais si tu récupères mal, déjà commence par là. Ensuite, au niveau de l'alimentation, est-ce que tu manges bien ou non? Là aussi, pose-toi les bonnes questions. Si tout est carré, que tu as assez de protéines, etc., alors passe au niveau de tes séances. Qu'est-ce que tu fais mal? Soit il te manque la surcharge progressive et donc tu stagnes, soit tu vas à l'échec trop souvent, donc tu progresses, tu récupères pas, et en fait à chaque séance, tu es encore plus fatigué, donc tu stagnes. Soit tu as des mauvais exercices tout simplement, tu fais des exercices qui ne servent pas forcément à grand chose, qui ne sollicitent pas les bons muscles. Et donc normalement, si tu fais du développé couché 2 fois par semaine en augmentant la charge progressivement ou les répétitions progressivement, et qu'à côté de ça, tu as des exercices d'assistance pour les épaules, pour les pecs, pour les triceps, donc du fameux renforcement, je ne vois pas pourquoi tu stagnerais au développé couché. Je pense qu'à partir du moment où on mange bien, on récupère bien et qu'on a une surcharge progressive sur tous nos exercices, on est obligé de progresser. Voilà, clair et net, je suis formel là-dessus. Si on a une bonne récupération, une bonne alimentation et un entraînement intelligent, on ne peut que progresser. Il n'y a pas de « moi je progresse pas, moi je prends pas de poids, moi je sèche pas ». On est tous pareils. Ça s'appelle de l'anatomie, de la thermodynamique. Voilà. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma récupération est en place? Est-ce que mon alimentation est en place? Et est-ce que mon entraînement avec une surcharge progressive est en place? Alors, comment tu choisis ton volume d'entraînement, nombre de séries et nombre de répétitions? Là, il n'y a pas de règle universelle. Je ne peux pas vous dire qu'il faut faire 4 séries de 8 répétitions ou alors 3 séries de 12 ou 5 séries de 5. Ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez travailler la force, vous allez faire des séries plus courtes pour bosser le système nerveux. Mais à côté de ça, il y aura quand même du renforcement et des exercices d'assistance en répétition plus longue pour bosser l'hypertrophie. Et ensuite, il faut faire attention de ne pas faire trop de séries inutiles. Parce que comme dit, on peut prendre qu'un certain seuil de muscle, on va dire. Donc si vous faites plus de séries que ce qui vous permet de prendre le minimum de muscle, ces séries en plus, elles vont juste vous apporter de la fatigue en plus et pas du muscle en plus. Donc c'est mieux d'en faire un peu moins que un peu trop, parce que le un peu trop, il va vous faire galérer au niveau de la récupération et vous pouvez stagner. Donc souvent, ce que j'aime bien faire, et c'est ce que j'ai fait en ce moment, à l'époque, je faisais beaucoup plus de séries que maintenant. Certes, j'avais très bien progressé à l'époque, mais depuis que je fais un peu moins de séries, je réalise que je progresse très bien. Et là, je reprends la force, niveau physique, je suis bien. Donc évitez d'en faire trop. Par exemple, si là, vous faites 4 séries sur tous vos exercices, et surtout si vous débutez, essayez juste de vous mettre à déjà 3 séries par exercice proche de l'échec. Si vous progressez avec 3 séries, c'est très bien. Si un jour vous voyez que vous stagnez, essayez de passer à 4. Mais c'est mieux, je trouve, de commencer plus bas et éventuellement monter après que commencer direct trop fort et ne pas comprendre pourquoi on progresse et augmenter encore les séries parce qu'on pense qu'on ne progresse pas. Et ensuite, on rentre dans un cercle vicieux où on a trop de séries, on ne récupère pas, mais on ne veut plus baisser le volume, etc. etc. Donc, voilà, le volume d'entraînement, je ne peux pas trop vous le dire comme ça. Si vous vous posez des questions précises, il y a la plateforme Basse Performance où il y a le groupe Discord. Donc si vous voulez me poser des questions là-dessus, j'ai fait des vidéos sur le sujet. Et voilà. En gros, c'est le petit instant pub, mais ça vous donne un accès à absolument tout ce que je connais sur la kiné, l'anatomie pour les semaines et les mois à venir. Donc vous avez juste un paiement à faire. Il y a un groupe Discord où on peut me poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, c'est pour creuser les sujets un petit peu plus en détail. Comment bien s'échauffer pour une séance PEC? Je pense que c'est absolument comme pour tous les muscles. On va d'abord avoir l'échauffement cardiovasculaire pour augmenter un petit peu le rythme cardiaque et se mettre en condition d'entraînement. Ça peut être 5 minutes maximum de cardio et c'est même pas nécessaire. Ça peut être de la marche, de la course à pied, de la course sur tapis, un peu de vélo, un peu de rameur, un peu de corde à sauter, peu importe. Ça augmente la température corporelle et ça nous met en condition pour s'entraîner. Ensuite, ça permet aussi de réveiller le système nerveux. Ensuite, il y a l'échauffement articulaire. Tu peux bouger un petit peu les coudes, un petit peu les poignets, mais avec de la tension, pas juste dans le vide comme ça, avec de la tension, genre en appui.
Et ensuite, tu peux travailler les stabilisateurs tels que la coiffe des rotateurs avec des rotations externes. Mais ensuite, le meilleur échauffement, ça je vous le dis maintenant et gardez-le bien en tête, le meilleur échauffement, c'est de faire l'exercice que vous vous apprêtez à faire en montant la charge progressivement. C'est-à-dire que le meilleur échauffement pour du squat, c'est de faire du squat, poids de corps, barre à vide et on monte progressivement. Le meilleur échauffement pour le développé couché, c'est de faire du développé couché, barre à vide et on monte progressivement. Tout ce qui se passe avant, c'est plutôt pour bosser la mobilité et bosser des éventuels points faibles, maillons faibles. C'est-à-dire que si vous manquez de mobilité cheville pour le squat, vous allez faire de la mobilité de cheville dans votre échauffement. Mais si quelqu'un qui a une bonne mobilité cheville, il n'a pas de problème, il ne va pas s'amuser à perdre 5 minutes à travailler ce maillon faible qui n'est pas un maillon faible chez lui. Pareil pour le bench, si vous manquez de mobilité thoracique, vous pouvez faire pendant l'échauffement de la mobilité thoracique. Mais si quelqu'un n'a pas ce problème dans son bench, il n'est pas obligé de perdre ce temps que quelqu'un d'autre va devoir faire. Voilà, meilleur échauffement pour moi, c'est de faire un peu de cardio, un peu d'échauffement musculaire pour activer tout ça et se mettre en condition pour l'entraînement. Mais il y a certaines personnes qui peuvent très bien aller sur l'exercice et faire une montée progressive sur l'exercice. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire en tout cas, c'est venir et mettre 80 kg de développé couché et direct faire ces séries. Ça, c'est un non-sens total. Que penses-tu de répéter 2 fois un programme push-pull legs en une semaine, donc 6 séances par semaine ? Je pense que tu peux le faire seulement si tu récupères très très bien. Parce que 6 séances par semaine, ça commence quand même à devenir costaud. Faut faire gaffe à la récupération, tu peux stagner. Et là, on est dans ce que je disais avant. Quelqu'un qui va faire 6 séances par semaine et qui stagne, il va se dire j'ai pas assez de volume, j'ai pas assez d'intensité, donc il va essayer de monter. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste qu'il s'entraîne trop et qu'il récupère pas assez bien. Et dès que tu réduis le volume, en fait, quand tu réduis le volume, tu peux mettre plus d'intensité dans tes séances. Et plus d'intensité dit plus de progression. Et ça, c'est ce que j'ai vu clairement sur ces dernières années. Donc voilà, tu peux répéter push-pull legs 2 fois dans la semaine, seulement si tu récupères bien et que ton entraînement est intelligent et ta diète est adaptée. Voilà, donc comment bien sentir le dos au détriment des biceps sur les exos de dos tels que le rowing. Donc ça, c'est souvent un problème qui se pose, notamment chez les débutants intermédiaires. C'est lorsqu'on fait les séances dos, on va sentir trop nos biceps. Faut garder en tête que dès que vous allez faire une séance dos, quoi que vous fassiez, vos biceps vont être engagés. Parce que dès que vous allez plier votre coude, le biceps va être engagé. Quoi que vous fassiez, dès que votre coude va se plier pour tirer quelque chose, que ce soit devant, à 45 degrés ou vers le haut, comme votre coude se plie, le biceps sera engagé. Maintenant, en choisissant les bons exercices, en ayant une bonne exécution et en choisissant les bonnes machines, on peut diminuer le recrutement du biceps et augmenter le recrutement du grand dorsal, du trapèze et des rhomboïdes. On peut également diminuer la sensation de congestion au niveau du biceps et de l'avant-bras en changeant notre prise. Donc plutôt de prendre une prise fermée, ça je vous montre la vidéo pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, au lieu de prendre une prise fermée avec le pouce autour, ce qui va stimuler énormément l'avant-bras et la poigne, puisqu'on va travailler les fléchisseurs de l'avant-bras, vous pouvez simplement enlever votre pouce, le mettre le long de la barre ou l'enlever complètement, voire même enlever l'index, soit un pouce, soit l'index, et en fait ça va diminuer considérablement l'activité des fléchisseurs de l'avant-bras, et donc en diminuant l'activité des fléchisseurs dans l'avant-bras, on va augmenter l'activité des tirages au niveau du dos, donc au niveau du grand dorsal, rhomboïde et trapèze moyen. Voilà. Première étape pour mieux sentir son dos, c'est choisir les bons exercices et ne pas mettre trop lourd pour d'abord bien effectuer le mouvement correctement. Et la deuxième chose à faire, c'est changer la prise. Donc plutôt que de serrer fort et contracter le biceps et l'avant-bras, c'est de mettre l'index pour pouvoir recruter mieux le dos et un petit peu moins l'avant-bras. Donc voilà pour ça. Est-ce que s'entraîner entre 1h30 et 2h c'est trop ? Y a-t-il des risques de catabolisme ? Et partie 2, faire entre 7 et 9 exos différents avec 3-4 séries. En fait, je vais répondre rapidement. Déjà, pour la question, y a-t-il des risques de catabolisme ? Non, tu n'auras pas de risque de catabolisme si tu manges assez de protéines dans la journée quotidiennement. Ça, de une. Est-ce que s'entraîner entre 1h30 et 2h c'est trop ? Non. Là encore, si tu fais des entraînements de force où les temps de repos sont considérablement plus longs, c'est absolument pas trop, 1h30, 2h. Mais si tu fais, comme tu as dit juste après, 2 heures en faisant 7 et 9 exos, avec 3-4 séries par exo, c'est énorme. Quels que soient les exos, quel que soit votre niveau, quel que soit votre objectif, je peux vous dire aujourd'hui, Face quand même que 9 exos dans une séance, c'est trop. Peu importe ce que vous faites, vous n'aurez jamais l'intensité nécessaire en faisant 4 séries sur 9 exos pour progresser de façon optimale. C'est juste énorme. Donc voilà, donc je voulais juste prendre cette question pour vous dire que si vous faites entre 7 et 9 exos, 4 séries par exo, à l'échec, etc., ça sert à rien. Arrêtez honnêtement et faites-en moins. Donc clairement, 1h30, 2h
c'est normal pour moi pour un training, surtout quand on fait de la force. Il n'y a pas de risque de catabolisme, mais faire 7 et 9 exos, c'est énorme. Et 4 séries, c'est énorme. Voilà. Training à 6h avec un réveil à 5h45. Quoi prendre en pré-workout? Juste de la whey. Là, c'est une question de diète, donc ça va dépendre des personnes, de nos préférences, de comment tu digères. Moi, à l'époque où je m'entraînais tôt le matin, j'aimais bien m'entraîner à jeun. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire, mais je me réveillais, je prenais un petit café, j'allais m'entraîner, je me sentais super bien, je performais bien. Et juste après l'entraînement, je prenais mon shaker de whey et mes glucides, donc il n'y avait pas de catabolisme et je progressais très bien. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'entraînement à jeun, à vous de voir ce que vous digérez bien juste avant la séance. Ça peut être juste une banane, quelques galettes de riz, un peu de miel, ou alors même vous ne mangez pas. Et pendant que vous commencez la séance, vous commencez à manger un intra-workout. Ça peut être de la maltodextrine, de la dextrose, des glucides en intra-workout. On peut mettre un peu de sel dedans avec pour le pump et les minéraux. Voilà, donc training à 6h, je vous conseille de manger une source de glucides qui se digère bien et assez rapidement. Et ensuite, pourquoi pas une source de protéines? Ça peut être un shaker de whey puisque ça s'assimile vite, vu que c'est du liquide en plus. Mais voilà, à toi de voir, d'essayer tant que tu le digères bien et que ça ne te dérange pas pendant ta séance. Après de nombreux mois de pause en musculation, comment conseilles-tu la reprise? Alors ça va être comme une rééducation en kiné, une reprise après de nombreux mois d'arrêt, que ce soit en musculation, en course à pied et dans n'importe quel autre sport et dans n'importe quel autre contexte, c'est de reprendre progressivement. Surtout en musculation, on va mettre des contraintes au niveau de nos articulations, des contraintes au niveau de nos tendons et au niveau de notre récupération. Donc si on n'est plus forcément adapté, si nos tendons ne sont plus adaptés à ces contraintes, on va reprendre progressivement pour les réhabituer et augmenter leur capacité à recevoir ces contraintes. Si on reprend trop rapidement d'un coup, on peut avoir certaines blessures telles que les tendinites, des inflammations, etc., des douleurs articulaires, et ça va juste nous faire tourner en rond. Donc reprendre progressivement, ne pas avoir peur de faire moins de séries, de faire moins de poids. Si c'est juste pendant 1 ou 2 semaines, c'est nécessaire. Par exemple, moi là, j'ai repris les tractions. Pendant 2 semaines, je faisais juste des séries de 3-4 reps au poids de corps. Je sais que je pouvais en faire plus, mais il ne faut pas rentrer dans le « Ah, je me sens bien, je vais charger ». Non, prenez votre temps. Gardez 1 semaine, 2 semaines où vous réduisez le volume, où vous réduisez l'intensité. Ça sera que bénéfique pour la suite et vous progressez encore mieux juste après. Comment gérer la surcharge progressive dans le programme pour progresser optimalement? Ça, c'est une question intéressante et je vais essayer d'y répondre de manière précise, sans trop rentrer dans le détail. La surcharge progressive, c'est ce qui va permettre à nos muscles de garder un stress mécanique conséquent pour progresser et pour stimuler l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie qui est donc la prise de muscle. La surcharge progressive, ce que je conseille de faire, et c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde et pour tous ceux qui se demandent comment progresser, vous prenez une fourchette de répétition, on va dire entre 6 et 8 reps, entre 8 et 10 reps, voire même entre 8 et 12 reps. Vous prenez un poids qui vous permet d'être dans cette fourchette et dès que vous validez la fourchette haute avec ce poids, vous augmentez le poids et vous reprenez dans cette fourchette de répétition jusqu'à valider le top de la fourchette. Admettons 6 à 8 répétitions. Je vais prendre 30 kg, je vais faire 6 reps. Semaine d'après, je fais 7 reps. Semaine d'après, je fais 8 reps. Bon, ok, j'ai validé mes 3 x 8 reps avec 30 kg, donc je mets 32 kg. Je repasse à 3 x 6, 3 x 7, 3 x 8. Je valide 3 x 8 à 32 kg. Je passe à 34 kg. Et tant que je n'ai pas validé les 3 x 8 ou les 3-4 séries sur le haut de la fourchette avec le poids donné, je ne monte pas le poids. Comme ça va nous permettre d'avoir une surcharge progressive au niveau des répétitions et également au niveau du poids. C'est la meilleure chose à faire pour progresser, que vous soyez débutant, intermédiaire, voire même avancé. C'est facile à faire, c'est facile à comprendre, c'est facile à mettre en place. Prenez une fourchette de répétition. Dès que vous atteignez le haut de la fourchette, on augmente le poids et ainsi de suite jusqu'à l'infini pour une progression à l'infini, bien évidemment. À quelle séance placerais-tu les muscle-up dans un programme push-pull-legs à viser strict lifting et force? Donc les muscle-up, c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense, à programmer parce que c'est un exercice où on ne peut pas forcément charger et je pense qu'il est nécessaire de faire du volume là-dessus, notamment pour apprendre à faire une bonne technique. Donc ça va dépendre de ton niveau et du contexte et de tes séances, mais je conseille d'en faire, si tu veux vraiment progresser dessus, c'est d'en faire 2 fois par semaine comme tous les autres exercices et ça serait d'en faire une où tu auras plutôt de l'intensité, donc où tu feras plusieurs séries de 1 à 3 répétitions avec une charge, là pour bosser l'intensité, l'explosivité et la charge, et une autre séance où tu feras des séries un petit peu plus longues pour avoir donc un petit peu plus de volume et bosser donc le volume. Comme ça, tu auras une séance où tu bosses l'intensité et une séance où tu bosses plutôt le volume avec la technique.
Ensuite, où les placer dans les séances, je te dirais de les placer dans une séance 2, comme ça tu restes dans le pattern du tirage. Mais si tu sens que tu es trop fatigué dans la séance 2, essaie de les mettre en début de séance 2, parce que je trouve qu'un muscle-up, ça fatigue pas forcément pour le reste d'une séance 2, mais comme dit, si ça te fatigue pour le reste de la séance 2 et que ça te permet de ne pas progresser, placer dans une séance à part, ça peut être en fin d'une séance jambes ou autre. Donc voilà moi comment je verrais la chose, mais comme dit, ça dépend des athlètes, ça dépend des gens, ça dépend du contexte. Combien de temps de récup à peu près entre chaque série? Très important, le temps de repos, il est trop sous-coté. Et il y a trop de gens qui pensent qu'en prenant un repos court, ils vont mieux progresser tout simplement parce qu'ils ont un meilleur pump, une meilleure congestion. Alors que on sait aujourd'hui que la congestion et que le pump n'ont aucun rapport avec la progression musculaire, avec l'hypertrophie. Donc moi, le temps de repos que je conseille, c'est toujours, j'aime bien dire 3 minutes, mais je sais que 3 minutes, c'est un petit peu long. Donc je dis entre 2 et 3 minutes, avec une petite préférence pour 3 minutes parce que ça va nous permettre de se reposer pleinement entre chaque série, que notre système nerveux puisse se reposer entre chaque série et qu'on puisse, la série d'après, mettre l'intensité maximale. Et en fait, pourquoi prendre un temps de repos court, c'est mauvais? Parce que ce qui est important, c'est le stress mécanique, c'est l'intensité que vous allez mettre dans votre série. Donc c'est mieux de prendre 3 minutes de repos et faire une série avec plus de poids que de prendre moins de repos et faire une série avec moins de poids. Okay, donc je répète, c'est mieux de prendre plus de repos mais avoir plus d'intensité que de prendre moins de repos et avoir moins d'intensité, puisque c'est le stress mécanique et donc l'intensité qui va primer pour l'hypertrophie. Donc en fait, prendre peu de repos, ça sert juste si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps et que voilà, vous n'avez pas le temps de vous entraîner, donc vous êtes obligé de prendre des repos courts. Mais je conseille toujours pour l'hypertrophie entre 2 et 3 minutes de repos, et pour la force, il faut prendre plus, 3, 4, 5 minutes même de repos entre chaque série pour pouvoir avoir l'intensité nécessaire, puisqu'on se rapproche de nos 1RM, donc de nos prises max. Voilà, donc je pense que le temps il passe assez vite. Je vais en faire encore une. Comment éviter les blessures en musculation, qui est une grosse question. Alors, je pense pas qu'on peut vraiment éviter les musculations parce que on peut éviter les blessures en musculation, mais souvent, si une blessure arrive, c'est que y a quelque chose qui a mal été fait et malheureusement, on ne peut pas toujours tout prévenir. Donc, la première chose à faire pour éviter les blessures en musculation, c'est une surcharge progressive. On va prendre notre temps pour s'adapter, pour adapter notre corps aux contraintes, pour adapter nos tendons, nos articulations, nos muscles, notre système nerveux. Si on prend notre temps et qu'on fait des surcharges progressives, on va diminuer notre risque de blessure puisque l'adaptation sera progressive. La deuxième chose, c'est de choisir des bons exercices et de faire une bonne exécution. Si vous faites du curl en tendant vos coudes à chaque fois avec du poids lourd, on va augmenter forcément le stress mécanique et les tensions au niveau des tendons. Donc, ça peut augmenter les risques de blessure. Je ne dis pas de ne pas tendre les coudes, je dis juste que s'il n'y a pas de surcharge progressive et qu'on fait ça à répétition, on augmente les contraintes. Ça, c'est juste la définition, on augmente les contraintes. Donc, on peut augmenter le risque de blessure. Donc, choisir les bons exos, faire une bonne exécution, c'est-à-dire sur le soulevé de terre, ne pas défixer le dos, ne pas défixer les omoplates. Sur du développé couché, ne pas trop ouvrir les coudes tout le temps. Sur un squat, ne pas descendre dos rond avec un butt wink, ne pas rentrer les genoux de façon trop prononcée. Voilà. Toutes ces erreurs techniques peuvent faire qu'à terme, à répétition, comme les contraintes, elles augmentent considérablement sur les tendons, les muscles, les articulations, ça peut mener à des blessures. Ensuite, comment éviter les blessures en musculation? Avoir une bonne alimentation avec beaucoup d'eau, beaucoup de légumes, beaucoup de micronutriments et de bons macronutriments de qualité. Puisqu'en apportant tout ce qu'il faut à notre corps, il va être capable de mieux récupérer, de mieux se régénérer. Tout ce qui est magnésium, zinc, potassium, les fibres et tout, ça joue dans la globalité du bien-être. Et un corps en bonne santé, c'est un corps qui récupère mieux, qui gère mieux les contraintes. Et si on récupère mieux, on diminue fortement le risque de blessure. Et la dernière chose à faire et qui me vient en tête, c'est bien dormir, une bonne récupération, avoir 7 à 8 heures de sommeil. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas dormir 6 heures. Moi, je le faisais souvent. On peut dormir 5 à 6 heures. Mais d'un point de vue étude, recherche, ce n'est pas optimal. Ce qui est optimal pour des athlètes de haut niveau, c'est 8 heures de sommeil. Ça diminue les risques de blessures, ça augmente la récupération. Donc, si vous voulez éviter les blessures en musculation, mangez bien, dormez bien, choisissez les bons exos avec une bonne exécution et utilisez la surcharge progressive. Et dès que vous sentez un problème, essayez d'analyser d'où peut venir ce problème. Essayez de le corriger. Ça peut être une erreur technique, on corrige l'erreur technique. Ça peut être trop d'intensité, on diminue l'intensité. Ça peut être une mauvaise chaussure quand on court, on change les chaussures.
Voilà, ça c'est la meilleure chose à éviter pour éviter les blessures en musculation, c'est de tout faire correctement au final. Voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. Ça serait beau qu'on puisse tous éviter les blessures constamment, mais voilà. Allez, dernière petite question. Voilà, mon avis sur le deload, ça c'est important pour les blessures d'ailleurs. Le deload, c'est quand sur une période donnée, généralement une semaine, ça peut être 2 semaines, mais généralement c'est une semaine, on va diminuer l'intensité et le volume de nos séances pour permettre à notre système nerveux de mieux récupérer et à notre corps de mieux récupérer. Un deload, ça va se faire dès qu'on sent qu'on progresse plus, qu'on stagne ou qu'on est cramé physiquement ou même psychologiquement. Ça va nous permettre le deload de prendre du temps pour mieux récupérer sans pour autant ne pas s'entraîner. Comme ça, on garde quand même les mouvements, les schémas moteurs lors de nos séances. On garde une certaine activité musculaire. Comme ça, on ne perd rien et on n'est pas désentraîné. Et ça nous permet, dès qu'on reprend, de progresser à nouveau. C'est mieux de progresser, faire un deload, progresser, faire un deload, progresser, que progresser, ne pas vouloir faire de deload, stagner, régresser, se dire merde, qu'est-ce que j'ai mal fait. Voilà, un deload, ça permet de repartir sur de meilleures bases, de mieux progresser, parce qu'on aura un corps plus frais, un système nerveux plus frais, et psychologiquement, ça fait également du bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai encore beaucoup de questions, mais comme dit, je vous ferai une partie 2, et je vous ferai seulement une partie 2 si vous kiffez ce format, si vous kiffez mon niveau studio et le son avec le micro. J'espère que c'était clair. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous souhaitez une partie 2, oui ou non? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez aussi plus de FAQ sur des sujets précis, ou même juste que je me pose et que je parle d'un sujet. Par exemple, ok, les tendinites, quoi faire? Ok, comment faire son programme? Comment faire une prise de masse? Parce que maintenant que j'ai ce studio, moi, je suis trop motivé à venir me poser et discuter avec vous. Et d'ailleurs, si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à rejoindre la plateforme Basse Performance, le lien est dans la description. C'est une plateforme en fait où à terme, j'aimerais qu'il y ait tout le contenu nécessaire pour progresser en musculation, pour gérer certaines blessures. Parce que je suis kiné, je suis coach, donc sur cette plateforme, j'y ai mis plus d'une dizaine de programmes actuellement. Il y en aura d'autres encore à l'avenir. Des programmes pour la force, pour l'hypertrophie, des futurs programmes sur triathlon, sur la course à pied pour pouvoir combiner plusieurs sports, parce que je sais que certains d'entre vous aiment ça. Donc il y a déjà tous les programmes nécessaires pour vous. Il y a une banque de données avec absolument tous les exercices que j'ai filmés ici au Base Gym, avec toutes les explications sur chacun des exercices, comment les mettre en place, quelles sont les variantes. Il y a également des vidéos sur la kiné, et à terme je vais faire des vidéos sur toutes les tendinites, comment les soigner, comment elles proviennent, comment faire pour s'échauffer. Il y a plein de vidéos sur les échauffements. Il y a des vidéos sur l'anatomie musculaire. Il y a également un groupe Discord où moi je suis présent pour répondre à vos questions. Donc si vous avez accès à la plateforme Basse Performance, vous pouvez littéralement me poser toutes les questions que vous voulez sur votre entraînement, votre diète, même des questions à but kiné ou que je sois là pour vous conseiller, etc. Le but c'est vraiment que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour votre progression en musculation à vie avec un seul paiement. Donc le lien est dans la description. Et maintenant que j'ai Studio, je vais bombarder beaucoup de vidéos sur la plateforme pour les membres, sur tout ce qui est tendinite, comment progresser, comment sécher, comment prendre de la masse, comment faire son programme. Voilà. Donc si vous aimez ce genre de contenu, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et moi, c'est ce qui me permet de financer tout ça aussi et de vous faire du bon contenu. Ça, c'est grâce à vous. Sinon, voilà, toujours le site Base Athletics, lien dans la description. Ceux qui commandent sur MyProtein, vos compléments alimentaires, vous avez toujours le code BASE. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je traite dans d'autres vidéos, mettez-les-moi en commentaire aussi. Voilà. Merci à vous la MIF. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et bisous. D'habitude, je fais ma transition avec la main là, c'est sûr que je dois partir. Force à vous.